Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire entend les cris de sa fille adoptive noire en arrivant à la maison, ce qu'il voit le laisse choqué. Dans les hauteurs verdoyantes de Beverly Hills, loin de l'agitation de Sunset Boulevard, se dresse un manoir de style géorgien, aux briques rouges sombres et aux colonnes blanches. La façade est sobre mais élégante, encadrée de cyprès taillés au cordeau et d'un jardin japonais méticuleusement entretenu. Richard Bennett, 64 ans, y vit seul, ou presque. Ancien investisseur de Wall Street, connu pour avoir bâti un empire dans les technologies vertes avant même que cela ne devienne une mode, Richard est aujourd'hui à la retraite. Il a tout vendu à 52 ans, peu après la mort soudaine de sa femme, Hélène, victime d'un AVC. Hélène était le pilier invisible de sa vie, brillante, douce, militante discrète des droits civiques. Après sa disparition, Richard s'est effondré en silence. Pendant plus d'1 an, il a vécu comme un fantôme dans cette demeure trop grande, trop vide. Les murs résonnaient d'échos absents. Il avait l'argent, les œuvres d'art, les livres anciens, mais plus rien n'avait de saveur. C'est au cours d'un voyage humanitaire à Atlanta, organisé par une fondation en mémoire de sa femme, que sa vie a basculé à nouveau. Dans un centre pour enfants traumatisés par des violences domestiques ou des drames urbains, son regard a croisé celui d'une petite fille de 6 ans. Noire, frêle, les cheveux emmêlés, les yeux grands ouverts mais vides. Elle ne parlait pas. Ne bougeait presque pas. Les assistants sociaux avaient dit son nom, Amara. Elle avait survécu à un incendie criminel dans un immeuble vétuste. Ses parents étaient morts asphyxiés. Elle n'avait plus de famille. Elle ne pleurait plus. Elle ne réagissait à rien. Rien, sauf à une chose. Un après-midi, alors qu'un violoniste de passage jouait une pièce de Bach pour détendre les enfants, Richard avait vu Amara tourner lentement la tête, les yeux embués. Elle écoutait. Intensément. C'était le seul signe de vie véritable qu'elle avait manifesté depuis des semaines. Ce moment, minuscule et miraculeux, s'était imprimé dans la mémoire de Richard comme un éclat de lumière dans les ténèbres. Il est revenu le lendemain. Et le surlendemain. Il a pris le temps. Il a parlé, doucement, même sans réponse. Il a demandé l'autorisation de lui offrir un petit violon d'enfant. Elle ne l'a pas pris tout de suite. Mais une semaine plus tard, elle l'a caressé du bout des doigts. 2 mois plus tard, il l'adoptait officiellement. Aujourd'hui, Amara Bennett a 16 ans. Son visage a changé, mais ses yeux sont les mêmes, vastes, profonds, pleins de mélancolie et de feu. Ses cheveux, qu'elle porte en tresses soignées, encadrent un visage doux, souvent illuminé d'un sourire réservé mais lumineux. Elle est première de sa classe dans une école privée d'élite. Elle joue du violon avec une passion rare, parfois jusqu'à l'aube. Son rêve, entrer à Juilliard, l'une des meilleures écoles de musique au monde. Richard l'encourage chaque jour, avec patience, avec une fierté qu'il n'essaie même plus de cacher. Dans le manoir désormais vivant, chaque pièce porte la trace d'Amara, ses partitions, ses livres, ses photos. Et pourtant, malgré l'amour qui les unit, une ombre sourde s'installe depuis peu. Des silences qu'elle ne sait pas expliquer. Des regards qu'elle baisse. Des soupirs qu'elle retient. Richard sent que quelque chose la ronge, mais elle n'en parle pas. Et il ne sait pas encore que cette ombre vient de là où il s'y attend le moins, sous son propre toit. Ce mardi soir, la ville de Los Angeles baignait dans une brume chaude et orangée, comme un théâtre en attente de son drame. Richard Bennett, vêtu d'un smoking noir impeccable, avait quitté le Century Club, un lieu de gala privé où siégeaient les grands donateurs de la fondation Helen Hope, qu'il avait créée en mémoire de son épouse. Tout devait se passer comme d'habitude, un discours, quelques poignées de main, des photos pour la presse locale, puis un retour vers la solitude feutrée de son manoir. Mais ce soir-là, au bout de 40 minutes de réception, une douleur sourde, lancinante, l'avait pris derrière le crâne. Ce n'était pas une simple migraine. C'était un pressentiment. Une sensation étrange, presque animale, que quelque chose n'allait pas. Une alarme muette qui résonnait au plus profond de lui. Il s'excusa poliment, prétextant un mal de tête, et demanda à Jonathan, son chauffeur de confiance, de faire demi-tour sans attendre.
Le trajet de retour, à travers les rues sinueuses de Mulholland Drive, fut silencieux. Richard, d'ordinaire si rationnel, se surprenait à fixer les collines noires sans pouvoir apaiser cette inquiétude sourde qui grimpait en lui. Il consulta sa montre, 20h27. En arrivant dans l'allée illuminée du domaine, quelque chose clochait. Le portail s'ouvrit automatiquement comme à son habitude, mais dès que la voiture s'engagea dans l'allée, Richard fronça les sourcils. Le rez-de-chaussée était plongé dans le noir, alors qu'Amara avait pour habitude de laisser une lampe du salon allumée quand elle étudiait, ou que la gouvernante faisait tourner une machine, rangeait la vaisselle ou téléphonait dans la cuisine. Tout était sombre, sauf une lumière jaune, tremblante, qui filtrait du couloir de l'étage. Il coupa le moteur. Et là, il entendit des sanglots étouffés. Court, saccadé. Puis une voix sèche, cassante, au timbre si familier qu'il sentit le sang quitter ses veines. « Tu crois que t'es chez toi ici? Ce n'est pas ta maison. Tu devrais remercier le ciel qu'on t'ait sorti de la rue. » Le cœur de Richard s'arrêta net. Claudia Martin. La nouvelle gouvernante, engagée 6 semaines plus tôt. Américaine, environ 55 ans, visage anguleux, cheveux attachés en chignon sévère, toujours vêtue d'un tailleur gris clair. Elle inspirait une certaine autorité tranquille, une rigueur professionnelle. Richard, pris par d'autres dossiers, s'était reposé sur la recommandation d'une agence réputée de personnel domestique. Claudia s'était montrée discrète, efficace, un peu froide, mais rien qui n'avait éveillé de soupçons. Jusqu'à cet instant. Il resta figé une demi-seconde, abasourdi. Puis l'instinct paternel prit le dessus. Il bondit hors de la voiture, ouvrit la porte d'entrée avec fébrilité, traversa le hall sombre à grandes enjambées. Il monta les escaliers 2 à 2, sans se soucier de l'élégance de ses chaussures vernies ni du vertige qui martelait ses tempes. À mesure qu'il montait, les voix devenaient plus claires. Il entendait désormais les pleurs d'Amara. Un gémissement étranglé. Puis une autre salve de mots acérés. « Regarde-toi. Tu crois vraiment qu'il t'aime comme une vraie fille? Tu n'es qu'un projet. Une œuvre de charité. Tu n'es personne. » Le souffle de Richard se bloqua. Chaque marche gravie était un supplice. Chaque mot prononcé par Claudia était comme un couteau dans sa poitrine. Il n'arrivait pas à croire que de tels propos se soient répandus dans sa propre maison, que sous son toit, sa fille ait pu être humiliée de la sorte, en silence, sans qu'il n'en ait rien vu. À l'étage, le couloir semblait tendu comme une corde prête à céder. Le silence se fissurait, troublé par des bruits de pleurs étouffés et une voix sourde chargée de venin. Richard avançait lentement, le cœur battant dans les tempes, la gorge nouée par une peur qu'il n'avait jamais connue. Puis il arriva. Au fond du couloir, baigné dans la lumière jaune d'une lampe murale, il vit l'impensable. Amara, sa fille, sa lumière, était plaquée contre le mur de sa chambre, recroquevillée sur elle-même, les mains levées comme pour se protéger d'un coup éventuel. Son visage était ruisselant de larmes. Ses yeux, d'habitude pleins de calme et de douceur, étaient dévastés de douleur et d'humiliation. Devant elle, Claudia Martin, droite, les bras croisés, le regard froid, menaçant. Son ton était celui d'un mépris contenu trop longtemps, devenu poison. Ton père te regarde comme si tu étais une sainte, mais tu n'es qu'une opportuniste. Une petite fille de rien, venue d'un taudis. Tu peux bien jouer du violon, tu ne seras jamais une vraie bénette. Le temps s'arrêta. Claudia, hurla Richard, la voix rauque, déformée par une rage glaciale. Claudia sursauta violemment et se retourna. Elle blêmit en voyant Richard, debout, massif, les yeux écarquillés, le souffle court. C'était la première fois qu'il criait ainsi. Il ne lui laissa pas le temps de réagir. Dans un geste instinctif, protecteur, il la repoussa fermement sur le côté, sans brutalité mais avec assez de force pour l'écarter. Claudia chancela, heurtant légèrement la commode du couloir. Son masque de froideur craqua. « Monsieur Bennett, je peux tout vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Elle m'a provoqué, elle a levé le ton. Taisez-vous. » La voix de Richard avait changé. Elle n'était plus celle d'un homme choqué. Elle était celle d'un père blessé, trahi, prêt à tout. Ses yeux étaient rouges, non de larmes, mais de fureur contenue.
Une seule parole de plus et vous ne sortez pas d'ici debout. Sans lui accorder un regard de plus, il s'agenouilla devant Amara. Elle tremblait de tout son corps. Il ouvrit les bras, et elle s'y précipita, comme un oiseau blessé retrouvant son nid. Elle pleurait maintenant à gorge déployée, la tête enfouie dans sa veste. Il la berçait doucement. Elle me dit ça tout le temps, papa. Quand t'es pas là. Elle dit que je suis une erreur. Que tu regrettes de m'avoir adopté. Que je suis juste un devoir de conscience. Chaque mot était un couteau, enfoncé dans la chair du cœur de Richard. Il ferma les yeux. Une boule de feu montait en lui. Pas contre Amara. Contre lui-même. Contre son aveuglement. Contre ce silence qui avait duré des semaines, et qu'il n'avait pas su briser. Il sortit son téléphone. Composa un numéro en vitesse. Sécurité? Faites sortir Claudia Martin immédiatement. Qu'elle ne touche rien. Qu'elle ne parle à personne. Je veux qu'elle quitte la propriété en moins de 5 minutes. Et elle ne revient plus jamais. Moins de 2 minutes plus tard, 2 agents s'avançaient silencieusement. Claudia, décomposée, tenta une dernière justification. Richard tourna simplement le dos. Pour lui, elle n'existait déjà plus. Quelques instants plus tard, dans le bureau privé de Richard, au rez-de-chaussée, la lumière était tamisée. Les murs couverts de livres et de portraits de famille semblaient observer la scène avec gravité. Amara, assise sur le canapé en cuir marron, serrait un coussin contre sa poitrine comme une armure fragile. Ses joues étaient striées de larmes sèches, ses épaules encore secouées de spasmes irréguliers. Richard, assis à côté d'elle, ne disait rien. Il attendait. Il la regardait avec un mélange de tendresse infinie et de culpabilité douloureuse. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, ma chérie ?» demanda-t-il enfin, d'une voix basse, presque brisée. Elle hésita. Sa bouche trembla avant de répondre. « J'avais peur que tu sois déçue. Que tu me crois faible. Ou ingrate. Je voulais pas être un problème. » Il prit sa main doucement, avec une précaution presque sacrée. Et il dit, lentement, en la regardant droit dans les yeux. « Écoute-moi bien, Amara. Tu es ma fille. Pas par le sang, non. Mais par le cœur. Et ce lien-là, il est indestructible. Tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas une erreur. Tu es le plus grand choix que j'ai jamais fait. Et je suis fière de toi. Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Amara baissa les yeux. 2 grosses larmes roulèrent sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de peur. C'étaient des larmes de délivrance. Elle se pencha vers lui, se blottit contre son torse, et murmura. « Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. » Il referma les bras autour d'elle. « Et je ne le ferai jamais. Jamais. » Le lendemain matin, la maison Bennett, d'ordinaire paisible et baignée de lumière, est empreinte d'une gravité nouvelle. Richard Bennett, assis dans son bureau, n'est plus l'homme d'affaires suave et inatteignable que les magazines financiers décrivent. Il est un père blessé, un homme profondément en colère, pas par orgueil, mais par amour. Il n'hésite pas une seconde. Il convoque d'abord ses avocats. Ils arrivent, sobres, professionnels, mais ils perçoivent vite que ce dossier n'est pas une simple affaire de ressources humaines. « Je veux que vous déposiez une plainte pour abus psychologiques sur mineurs. Et je veux une enquête complète sur l'agence de placement qui a recommandé cette femme, ordonne-t-il, sa voix calme et acérée. Les avocats hochent la tête. En moins de 24 heures, les premières révélations tombent. Claudia Martin, sous ses références impeccables, cache un lourd passé de comportements déplacés et de signalements pour propos discriminatoires. Des familles avaient porté plainte. Des dossiers étouffés, des témoignages étouffés, souvent parce que les enfants étaient adoptés, issus de minorités, et que leurs paroles n'avaient pas pesé bien lourd face à une gouvernante expérimentée blanche, bien introduite. Mais cette fois, ce ne serait pas étouffé. Richard, en homme d'action, décide d'aller plus loin. Il contacte une journaliste de confiance, Maria Stein, connue pour son intégrité. Il lui accorde une interview exclusive dans son salon, aux côtés d'Amara. Les caméras se braquent sur eux. Richard, en costume sobre, tient la main de sa fille. Elle, douce mais digne,
porte un pull bleu nuit et un regard rempli de courage. Richard regarde la caméra. Sa voix est posée, mais son émotion est palpable. Je suis Richard Bennett. J'ai construit des entreprises, j'ai présidé des conseils d'administration, j'ai géré des milliards. Mais tout cela ne vaut rien si je ne peux pas protéger ce qui m'est le plus précieux. Il tourne les yeux vers Amara, puis revient à la caméra. J'ai cru que ma richesse suffisait à protéger ma fille. J'avais tort. Le racisme, ce n'est pas toujours un cri violent dans la rue. Parfois, c'est un murmure derrière une porte, un regard méprisant, un mot qui détruit lentement. Le racisme se glisse dans les interstices du silence, de la confiance mal placée. Il s'interrompt. Sa voix tremble légèrement. Aujourd'hui, je ne parle pas comme un PDG. Je parle comme un père. Et ce père dit, ça suffit. L'interview fait l'effet d'un coup de tonnerre. Relayée sur les chaînes nationales, traduite et partagée sur les réseaux sociaux, elle bouleverse des millions de foyers. Les mots de Richard, sincères, touchent un air à vif. Le monde découvre Amara, son histoire, son regard franc, sa maturité. Les lettres affluent. Des jeunes filles noires, adoptées dans des familles où elles se sont parfois senties invisibles. Des pères adoptifs blancs, émus, qui prennent conscience. Des mères qui s'excusent. Des orphelins qui, pour la première fois, se sentent vus. Amara, jusqu'ici discrète et timide, découvre une force nouvelle en elle. Elle est invitée dans des lycées, des associations, des plateaux de télévision. Mais elle choisit avec soin. Elle ne veut pas devenir une figure médiatique. Elle veut parler vrai, simplement. Lors d'un forum à Chicago, devant une salle de 300 lycéens, elle prend la parole. Sa voix est douce, mais ferme. Je ne suis pas la fille de Richard parce qu'il m'a sauvée. Je suis sa fille parce qu'un jour, il m'a regardée, et m'a dit, tu es à moi. Et je suis à toi. Et c'était tout. Il n'a jamais demandé que je sois parfaite. Il a juste décidé de m'aimer. Un silence tombe sur la salle. Puis un tonnerre d'applaudissements. Cette prise de parole devient une source d'inspiration. Des familles entières changent leur regard. Les agences de placement sont enfin poussées à revoir leur processus. Une proposition de loi, soutenue par Richard et plusieurs sénateurs, est déposée pour encadrer plus strictement les recrutements de personnel au sein des foyers adoptifs. Amara, elle, commence à écrire un livre. Non pas pour raconter son malheur, mais pour offrir un pont à celles et ceux qui se sont sentis seuls dans une maison pleine de silence. Et chaque soir, quand Richard la serre dans ses bras avant d'aller se coucher, il lui dit toujours la même chose. Tu es ma fille. Personne ne changera ça. Et cette vérité-là, aucun poison au monde ne peut l'effacer. 1 an plus tard, Richard Bennett transforma la douleur en action. Il fit ce qu'il savait faire de mieux, bâtir. Mais cette fois, pas pour les affaires, ni pour les profits. Il bâtit pour l'espoir. Il lança la maison Amara, un foyer d'accueil niché dans la banlieue boisée du Connecticut. Ce lieu, à l'architecture lumineuse et aux couleurs apaisantes, fut conçu pour accueillir des jeunes filles victimes de discrimination raciale, d'abus psychologiques ou de rejet familial. L'objectif, leur offrir non seulement un toit, mais une famille de cœur, une chance de se reconstruire dans la dignité et la tendresse. Amara, aujourd'hui âgée de 17 ans, devint la plus jeune membre du conseil d'administration. Mais au-delà des réunions, des discours et des photos officielles, c'est le samedi matin qu'on la voyait dans son élément. Chaque semaine, elle traversait le hall du centre avec son étui à violon. Dans une salle baignée de lumière, elle enseignait la musique à une douzaine de jeunes filles venues de parcours brisés. Elle leur parlait de rythme, mais aussi de silence. De justesse, mais aussi d'âme. Sur la façade de la maison Amara, au-dessus de la grande porte en bois clair, une phrase gravée dans le marbre attirait tous les regards. Ce n'est pas le sang qui fait la famille, c'est la loyauté. C'était Amara elle-même qui l'avait choisie, après des semaines de réflexion. Une devise simple, mais qui résumait toute son histoire. Un soir d'été, le manoir Bennett était plongé dans le calme. La chaleur du jour s'était dissipée, et la bibliothèque, vaste pièce aux murs couverts de livres reliés cuir, baignait dans la lumière tamisée d'une lampe ancienne. Amara était là, debout près de la fenêtre ouverte, un violon sous le menton.
Richard, dans son fauteuil préféré en cuir brun, tenait un verre de vieux Bordeaux, son regard fixé sur elle. Il n'avait rien dit depuis qu'elle avait commencé à jouer. Il n'en avait pas besoin. Chaque note suffisait. Elle jouait une pièce qu'elle avait composée elle-même, inspirée de son passé. Un morceau lent, mélancolique, mais qui, peu à peu, prenait de l'ampleur. À la fin, l'archet trembla une seconde dans l'air. Le silence revint, doux et dense. Richard se leva. Lentement. Puis il applaudit, sans bruit, les yeux humides. Tu sais, Amara. Je croyais avoir tout vu dans la vie. La réussite, les voyages, les honneurs. Mais je n'avais jamais vu autant de beauté que ce que j'ai trouvé en toi. Elle posa son violon. Avança. S'approcha de lui, et sans dire un mot, l'enlaça. Je t'aime, papa. Et moi, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Dans ce moment suspendu, il n'y avait plus de passé douloureux, plus de rancune, plus de peur. Juste l'amour. L'amour vrai. Celui qui choisit. Celui qui ne recule pas. Celui qui construit.